Et voilà, nous vivons ces derniers temps une époque de stress et d'inquiétude. Pas évident pour tout le monde de garder le moral. Notre invité témoin nous raconte aujourd'hui son histoire et comment elle parvient à surtout rester sereine face à toutes épreuves et au futur. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Midi, l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. Le portrait de notre témoin rédigé par Marie-Ange Emiem, la narration assurée par Nafi Touré. À tout de suite. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une célibatante. Célibataire et mère d'un petit garçon, Marie-Paul Akbès est née le 28 juillet 1984 à Débrimou, dans la sous-préfecture de Dabou. Elle est issue d'une famille de 4 enfants et est titulaire d'un bac D. De profession aide-soignante, avec 14 années d'expérience, elle devient gestionnaire médicale en 2011 et est également responsable commercial et marketing dans une structure privée. Marie-Paul ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. En 2018, elle lance sa propre marque de vêtements prêt-à-porter. Notre invitée croit en ses rêves et ne compte pas s'arrêter là. Je n'ai jamais eu peur de l'avenir. Marie-Paul Akbès nous dit tout sur le plateau de C'est Midi, dans un instant, avec Jean-Michel Aunin. Et merci de nous suivre en direct, mesdames et messieurs. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevrons le docteur Linda Kaboré pour répondre à vos questions liées au coronavirus. En attendant, notre invitée s'installe, Madame Marie-Paul Akbès, que nous accueillons bien sûr avec les applaudissements de Dr Philo, d'Alexandre Branger et de moi-même, mesdames et messieurs. Et voilà. Puisque sur ce plateau, nous respectons déjà les 1 mètre de distance, ça va me permettre de retirer mon masque. C'était aussi un clin d'œil pour vous rappeler le sérieux de cette pandémie qui secoue le monde entier et qui concerne aussi notre pays. Mesdames et messieurs, continuons de respecter les mesures ou consignes ou gestes barrières. Madame Marie-Paul Akbès, bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Rayonnante aujourd'hui, en bonne forme? D'accord. Allez, votre surnom, votre sobriquet au quotidien, c'est Miss Beauzieux. Miss Beauzieux. Alors, Miss Beauzieux pour les intimes. D'accord. Alors, il vient des autres ou c'est le résultat de votre self-esteem? Pardon? Ce surnom-là, il vous a été prêté par votre entourage ou Oui, par mon entourage. Les gens ont vu que mes yeux étaient très chic, glamour. Donc, ils m'ont donné ce sobriquet. Bon, moi, ça prouve que vous avez une très, très bonne estime de vous-même et ça fait plaisir. Alors, en face de vous, on a Dr Philo qui est en mode Julien Goualo aujourd'hui. Non, c'est pas Julien Goualo. Juste la coiffure nous rappelle... Non, pour Julien Goualo, là, c'est plantation de carottes. Ça, c'est une antenne qui permet de capter l'avenir. Ça attire les vibrations positives. En fait. Quand tu as ça, tu vois dans l'avenir et puis c'est mirobolant, mirifique. Voilà. Ça nourrit pas. Hein. Ça va faire quoi? C'est une carotte, ça ne donne pas à manger. Hein. Non, mais c'est pas une carotte. On te parle de vibrations positives. Bref, cela n'était qu'un. Allons-y. Je vais inviter aussi Paulus Agathon à nous rejoindre sur le plateau, puisqu'il va jouer un rôle important, non seulement dans la première partie de cette émission, mais aussi dans la seconde, avec les questions, vos questions, chers téléspectateurs, sur le coronavirus, raison pour laquelle nous recevrons, je le rappelle, le docteur Linda Kaboré, en seconde partie, pour en discuter. Le thème du jour, je n'ai jamais eu peur de l'avenir. Docteur Philo, ce que vous en pensez, vous nous le dites, sans économie, voilà, sans retenue, maintenant. Le thème du jour, selon Dr Philo. Écoutez Jean-Michel, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Vous savez, nous sommes Ivoiriens, on sait qu'en Côte d'Ivoire, généralement, la jeunesse a tendance à faire le deuil de l'avenir. Ça veut dire qu'on ne croit pas à l'avenir. Non, pourquoi? Moi, c'est pourquoi je n'aime pas ces expressions de « je suis cabrimort ». Je suis cabrimort. C'est des expressions qui nous permettent de nous cacher derrière cette peur-là. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. L'avenir, quand je dis l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, généralement, c'est ce qu'on dit, mais l'avenir appartient à celui qui y croit. Voilà, parce que tu te lèves tôt et puis croire à l'avenir, c'est croire en soi-même, croire en ta potentialité, au fait. C'est-à-dire qu'il faut affronter l'avenir. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans une société où, je ne sais pas, c'est-à-dire on est là et puis on affronte. C'est un champ de bataille, au fait, je veux dire. Au risque de me répéter, c'est un champ de bataille. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais il faut croire à l'avenir. Vous voyez un peu. Est-ce que vous avez déjà douté de votre avenir, docteur? Je n'ai jamais douté de mon avenir. J'ai dit que soit je réussis ou soit je ne réussis pas. Mais en ce moment précis, je ne peux pas dire si j'ai réussi ou si je n'ai pas réussi. Et je crois toujours à l'avenir. Ceux qui disent ça, là, généralement, c'est ceux qui ne respectent pas les mesures préventives de Corona. Là. Parce que, non, 10 ans en arrière, qui savait que le Corona allait être là? Tu ne peux pas dire que non. L'avenir, c'est quelque chose de flou. On ne s'attend pas à ce qui vient, mais il faut l'affronter de façon positive. Tu vas te lever tôt. Si tu te lèves tôt à 4 h du matin, ne respecte pas les mesures préventives, le corona va te foucher, c'est clair.
Il faut croire à l'avenir, comme Félix Houphouët-Boigny le disait, que le bienfait. Comment il disait là? Vous l'appelez? Bon, le... On ne rappelle pas ça. Il disait que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Ce monsieur n'a pas connu Houphouët-Boigny. Donc c'est pour nous dire que c'est en posant les sillons de l'avenir que le bonheur se présente à nous. N'ayez pas peur de l'avenir, affrontez l'avenir. Nous sommes là pour combattre l'avenir. Combattons l'avenir au risque de me répéter. Merci beaucoup, docteur Philo. Nous allons tester chez nos chers téléspectateurs dans les rues d'Abidjan si leur confiance en l'avenir a toujours été aussi intacte. Et c'est Chris Pater-Nassemian qui assure cette émission. Chris Pater-Nassemian, c'est votre opinion. Jean-Michel, quand on évoque l'avenir, on parle communément de destin, c'est-à-dire le fait que l'homme soit soumis à une volonté supérieure qui fixerait à jamais tous les événements de son existence. Cela dit, avez-vous toujours eu foi en l'avenir? Votre opinion nous intéresse. Foi en l'avenir, bien sûr, j'ai toujours foi en l'avenir, parce que je suis d'abord aussi chrétien. Et donc, moi, j'ai ma foi chrétienne qui me permet d'avoir foi en l'avenir. Donc, moi, j'ai foi en mon Christ, donc j'ai foi en l'avenir. Moi, je pense qu'aucun événement ne peut finir le monde de Dieu. Voilà, Dieu a créé ce monde en 6 jours et aucun événement ne peut finir le monde de Dieu. Et donc, partant de ma foi, je pense que c'est Dieu seul qui mettra fin à ce monde, mais pas un événement malheureux. On a toujours eu des épreuves à affronter, quelle que soit leur nature, donc il faut faire face. Et il faut essayer de faire face le plus intelligemment possible, c'est-à-dire en tenant compte des leçons de l'histoire. Ne pas sombrer dans les solutions de facilité, ne pas chercher de bouc émissaire quand on a par exemple une épidémie comme celle-ci. Alors bien sûr, il s'agit d'avoir une certaine stabilité psychologique parce que sinon c'est difficile. On peut s'aider d'un tas d'éléments, de discussion avec des proches. On peut, même si on est en situation de détresse, faire appel à un psychologue, pourquoi pas. Moi je vous avoue qu'à mon âge, je suis assez serein. Oui, j'ai foi en l'avenir, j'ai foi que je vais devenir quelqu'un, j'ai foi que je ne vais pas tomber malade, j'ai foi que je vais réussir dans la vie. Mais c'est Dieu que je mets devant. La foi peut te faire surmonter la peur, la foi peut te faire oublier des choses parce que tu sais que tu as Dieu. Et Dieu vient avant tout. L'homme a tendance à voir à l'avenir un lieu d'espoir. Il a confiance à l'avenir car espérer, c'est considérer réalisable tout ce que nous désirons. Et Dieu seul le sait ce que nous désirons le plus aujourd'hui au regard du contexte international actuel. À vous le studio, Jean-Michel. Merci beaucoup, Chris Pater-Nassemian. Et pour citer un texte de rap, le futur, c'est la minute d'après, le but anticipé. Dans cette minute, nous discutons avec vous, Madame Marie-Paul Akpès. Avant l'avenir, il y a le passé. Il y a notre histoire et la vôtre n'a pas été du tout lisse. Il y a eu beaucoup de moments difficiles. Vous avez grandi avec votre grand-mère ou auprès de votre grand-mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Vous avez perdu vos parents jeunes, votre père tout d'abord et ensuite votre mère lorsque vous étiez en classe de 3e. Conséquence, interruption des cours puisque les moyens n'y étaient plus. Vous êtes passé de tuteur en tuteur, toujours dans le cercle familial. Vous êtes passé par 8 familles. Et vous avez connu des moments difficiles aussi, voire de la maltraitance. Nous allons évoquer tout ça maintenant avec la force de vos souvenirs. Effectivement, j'ai grandi avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 7 ans, où mon père va me récupérer pour aller à Yamoussoukro pour continuer les cours. Je fais la CE1 à Yamoussoukro. Et de là, quelques temps après, en classe de 5e, je vais perdre mon père en 99. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais comment est-ce que ça a impacté votre quotidien, le départ de papa? Le départ de papa a fait qu'aujourd'hui, j'ai parcouru plusieurs familles. Il fallait que j'aille pour me réinsérer dans une famille pour trouver un chemin pour demain. Et il n'y a pas eu que la disparition de votre père, puisque quelques années après, déjà, que faisaient vos parents? Mon père était hôtelier à l'hôtel président de Yamoussoukro dans le temps. Et votre maman? Et maman était commerçante. Alors, quand il part, le quotidien change. Maman va rester la seule à vous aider, enfin, avec ses activités, à faire face à tous les jours, à payer vos cours. Et elle aussi, alors, vous l'avez aidée? Vous étiez à ses côtés durant ces années En classe de 3e, je me suis retrouvée à Dembocro chez un oncle. Il travaillait à Utexi, Dembocro.
Voilà, j'ai eu mon BPC là-bas. Et puis, je n'ai pas été orientée. C'est ainsi que la rentrée prochaine, je devais tout faire pour arriver en seconde. Mais il n'y avait pas de moyens. Il fallait maintenant que je parte sur Abidjan voir ma maman pour m'aider à avoir un peu d'argent pour la rentrée prochaine. C'est ainsi que ma maman vendait du poisson à Vridi, au marché des Vridi. Chaque matin, c'était notre quotidien. On partait, je l'aidais à vendre le poisson, espérant que la rentrée prochaine, j'ai un peu de moyens pour continuer les cours. Malheureusement, une période difficile pour moi va arriver. Ma maman, que j'étais venue pour me donner un peu d'argent pour reprendre les cours, elle va décéder un 2 janvier 2003. Et voilà, que commencent encore des difficultés dans ma vie. Et tout ça s'est passé sous vos yeux parce que vous étiez là lorsqu'elle rendait son dernier souffle? Oui, j'ai été avec maman. Il faut dire que dans l'enfance, je n'ai pas vraiment connu maman, mais ces petits temps où j'ai été avec maman m'a permis de renforcer ce lien entre mère-enfant. Il faut le dire. Ma maman, j'étais sa photocopie, donc elle était beaucoup pour moi. Ouais. D'accord. À la suite, vous êtes passé dans plusieurs familles d'accueil. J'en parlais il y a un petit moment. Pour faire les comptes, au total 8. Vous êtes passé donc là, chez des oncles et des tantes. Et la dernière famille, c'était la maman à ma grande sœur. Ma grande sœur aînée, elle est en France maintenant. Quand j'ai perdu papa, je ne savais pas en tout cas où aller parce que dans ma famille, il n'y avait pas une personne sur qui je pouvais réellement compter. Donc, je me suis retournée vers la mère de ma grande sœur, vraiment, qui m'a ouvert les bras et m'a accueillie chez elle. J'étais avec elle, elle faisait un peu de commerce, je l'aidais à faire son commerce. Et est-ce que tout était vivable dans cette famille? Vous vous sentiez bien? C'est la vie, hein, c'est la vie. Tout ce qu'on pourra affronter comme difficulté, c'est pour que demain soit meilleur. Mais déjà, il faut reconnaître les difficultés. Il faut en parler. Bon, aujourd'hui, c'est avec nostalgie que je parle de ça, parce que au-delà de ça, elle m'a forgé aussi cette maman. Elle m'a montré comment faire la cuisine. Elle m'a appris beaucoup à vendre. Donc, qu'est-ce qui était compliqué pour lui? Ce qui était compliqué là-bas, en 2003, quand je suis arrivée chez elle, elle vendait de la salade. Donc, je l'aidais à vendre la salade. En plus de cela, arrivé un moment, il fallait que je fasse au moins une formation d'aide-soignante. Parce que vous aviez stoppé les cours en 3e? Oui. Et depuis lors, vous n'étiez plus retourné à l'école? Non, je ne suis plus retournée à l'école. Oh, j'étais en tout cas une brillante élève. D'accord. Une brillante élève, il faut le dire. J'étais parmi les 5 premiers. Super. Donc, vous voulez dire que, allier la vente de la salade et la formation, c'est ce qui était difficile au fait? Oui, parce que le matin, souvent, je vais au marché d'abord, je vais à l'école. L'après-midi, je reviens, je vais vendre la salade jusqu'à 23h, 22h par là. Et je me recouche. Après, il a eu une période où j'ai eu un stage quelque part à Koumassi, chez les sœurs Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus. Vraiment, merci à ces sœurs-là. Elles m'ont beaucoup aimée. En tout cas, je remercie Dieu parce que partout où je suis passée, les gens m'ont tendu la main. J'ai eu beaucoup de parents. Ces parents-là que j'ai perdus, Dieu vraiment me les a remplacés. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Ok, alors c'est en 2006 que vous avez mis le pied dans l'univers médical, suite à votre formation. C'est une formation d'aide-soignante. Qualifiante, oui. Formation qualifiante. De 6 mois. De 6 mois, d'accord. Donc, vous avez commencé en tant qu'aide-soignante. Aujourd'hui, vous vous retrouvez 14 ans après au poste de gestionnaire médical. Gestionnaire marketing. Voilà. Responsable commercial, marketing, gestionnaire médical de la structure. Okay. Comment cette progression a été possible? Il faut dire qu'en 2006, quand j'ai fini la formation, j'ai fait mon premier stage à l'hôpital des Sœurs, comme je le disais tantôt.
Et de là, en 2011, vu la crise sociopolitique de la Côte d'Ivoire, le centre a régressé son personnel, en fait. Et j'en faisais partie. Mais je me disais, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pendant ce temps, je palliais entre le centre des sœurs et puis la structure où je suis présentement. Donc, les soirs, j'allais à la clinique et le soir, je partais aussi vendre la salade. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. D'accord. Alors, pour passer d'aide-soignante à responsable de communication marketing de la clinique, il a fallu tout de même que vos patrons remarquent des qualités et des arguments pour vous donner une telle promotion. Ça a été quoi les caractéristiques qui ont milité en votre faveur? Merci. Donc, en 2011, quand les sœurs m'ont laissé, je me suis maintenant apitoyée sur mon sort à la clinique. C'est ainsi que par ma prestance, par mon sens du marketing et tout. Et surtout par la qualité de vos yeux. Ouais, vous avez de beaux yeux. Merci, docteur Philo. Allez-y. Donc, en tout cas, tous les patients étaient en admiration pour moi jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que je suis une personne très ouverte, sociable et tout. Tous ceux qui me connaissent ne diront pas le contraire. En tout cas, on a remarqué que vous avez gardé le sourire depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant, même en évoquant vos petits moments compliqués. D'accord, donc en 2011, je suis dans la boîte. De 2006 à 2011, puisque je palliais chez les sœurs et la clinique, donc en 2011, mon patron a jugé bon de me lever. Voilà. Donc, de aide-soignante dans les soins où j'étais, il m'a mis à l'administration. Et c'est quoi le cahier de charge de votre poste maintenant D'accord. Maintenant, je vais vers les structures assurances, les assurances externes, pour que ces personnes-là viennent se soigner chez nous. Quand les clients viennent, je les reçois bien pour que demain, au-delà de la qualité des soins, ils reviennent encore. Voilà, je fais du corps à corps, en fait. Donc vous êtes dans la recherche de la clientèle, la fidélisation de la clientèle? Oui, la fidélisation. Vous allez chercher des clients malades? Oui. Pourquoi pas? Quand, par exemple, parce que nous sommes basés dans la pédiatrie, donc par exemple, quand je monte dans un véhicule comme ça et puis je vois un bébé souffrant, déjà ça m'intrigue et je commence à dire, mais madame, vous pouvez venir chez nous, on va faire de bonnes choses avec votre enfant. Voilà. D'accord. Bon, on n'a pas envie de tomber malade, surtout dans cette période-là. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers le secteur ou le système médical? En tout cas, franchement, je ne savais pas que Dieu voulait vraiment que j'aille dans ce domaine-là. Je dis merci au passage à une grande sœur. Elle était amie à ma grande sœur aînée qui est aujourd'hui en France. Elle est venue une fois à la maison. Il m'a dit, vraiment, il faut que j'arrête un peu... de vendre la salade? De vendre un peu la salade et de penser un peu à demain. Pauline, merci. Aujourd'hui, je te dois beaucoup. Donc, elle m'a dit, elle faisait aussi une formation à Trècheville, la formation de aide-soignante. Malheureusement, elle n'a pas pu exceller dans ce corps de métier. Donc, moi, j'ai fait 6 mois. Elle m'a dit de faire et j'ai fait. Et me voilà aujourd'hui dans le corps médical. Est-ce que ça a été facile de vous insérer? Parce que formation, oui, mais après... Oh, vraiment, pour moi, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand je finis mon stage, normalement, le stage, c'est 6 mois. Mais je suis restée chez les sœurs de 2006 à 2011. Déjà, c'est une grâce. Voilà. J'ai fait 5 ans là-bas. Voilà, j'ai fait 5 ans là-bas, pratiquement. Alors, pour aller dans le sens de Jean-Michel, vous étiez en train de vendre de la salade et elle vous a recommandé de penser à demain. Mais à ce moment, est-ce que ça n'a pas été un frein pour vous en vous disant, si je dois investir de l'argent dans une formation et après, c'est pas sûr que j'ai un emploi, est-ce que ça n'a pas été un frein pour vous? Effectivement, c'était difficile. Puisque j'ai dit tantôt que j'avais pas de moyens, je ne savais pas sur qui compter. Et c'est là que je dis merci aussi à mon petit tonton qui m'a aidé aussi. Voilà, dans le temps aussi, j'avais un ami aussi qui m'a aidé à la formation. Voilà.
D'accord. Et est-ce que votre tante était partante pour le fait que vous abandonniez le commerce de la salade, qui était aussi une sorte d'économie pour la maison, pour vos ambitions personnelles? Pardon? Est-ce que votre tante était d'accord avec ce projet-là Non, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord. Et comment elle a réagi? Bon, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Mais jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a essayé de ressouder un peu tout ce qui s'est passé dans le passé. Vraiment, c'est pas facile. De toutes les difficultés que vous avez connues en passant de famille en famille après la disparition de vos parents, lesquelles vous sont le plus restées aujourd'hui, vous ont le plus marqué? Après le décès de mon père, j'ai été chez la femme de mon père. La femme de mon père, aujourd'hui, paix à son âme, elle est décédée il y a maintenant 1 an. 1 an. Et je la regrette aussi un peu aujourd'hui. Elle m'a accueillie, malgré que je ne sais pas son enfant, malgré qu'elle ne savait même pas que je vivais parce que mon papa ne lui avait pas dit que j'étais là. C'est quand je suis arrivée pour la première fois à Yamoussoukro qu'elle m'a connue. Mais elle m'a aimée réellement. Elle m'a beaucoup aimée. En tout cas, c'est ce passage-là vraiment qui m'a... Bon, c'est vrai que c'est très sympathique, positif, mais la question c'était de toutes les difficultés que vous avez connues, parce que ça n'a pas été toujours facile. Dans toutes les familles, il y a eu des moments plutôt radieux, dans certaines familles et dans d'autres un peu compliqués. Alors, quelles sont les difficultés qui vous ont le plus marqué? Pour qu'on en tire des leçons. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux pas parler de difficultés parce que tout ça m'a forgé en fait. Mais quand même, ça reste des difficultés quand même. Si ça vous a forgé. Vous craignez d'en parler maintenant parce que vous dites que les personnes concernées vous regardent l'émission? Bon, vraiment. Bon, le matin, j'allais soit au marché. Ça commence à venir. Le matin, soit j'allais au marché, faire le marché, prendre le bus, aller jusqu'à Tréville pour la formation, revenir l'après-midi. Maintenant, quand j'ai commencé le stage, je vais pour le stage, je reviens à midi, je vais vendre jusqu'à tard dans la nuit. Et c'était comme ça mon quotidien. Voilà, ce sont les difficultés vraiment. Ça, c'est quelle difficulté facile? Mais vous avez forcément eu des... Je sens que notre invité, contrairement à ce que vous nous avez dit dans la préparation de cette émission, je sens que vous êtes en train de faire de l'économie maintenant de certains détails. D'accord, on respecte ça. Alors, est-ce que vous avez été parfois brisé par ces difficultés? Est-ce que vous avez parfois perdu la tête, désespéré? Oui, pas forcément perdu la tête, mais arrivé un moment, j'ai regretté mes parents quand même. J'ai dit, s'ils étaient là, il y a beaucoup de choses que peut-être j'aurais dû faire. Vu que j'étais très brillante aussi à l'école, j'allais aller peut-être loin dans les cours. Et voilà. Certains tuteurs vous ont-ils refusé bon, je ne veux pas dire... cette ambition-là de poursuivre vos cours? Bon, toute personne, quand il y a la main d'œuvre pour les aider à obtenir quelque chose, mais ils ne vont pas te chasser. Donc vous êtes senti à un moment donné un peu utilisé comme une sorte de main-d'œuvre pour... Oui, il faut le dire aussi. D'accord. Bon, enfin, j'ai réussi à obtenir quelques réponses. Dieu merci. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, restez avec nous. C'est juste après la pause commerciale. Nous sommes de retour en plateau grâce à la régie menée par Jeanne Failou, que nous saluons, et toute l'équipe ici. Merci de nous suivre en direct, mesdames et messieurs. C'est midi en compagnie de notre invitée, madame Marie-Paul Akbess, qui revient sur son histoire, nous explique comment elle a réussi à développer cette énorme sérénité face au quotidien et surtout face au futur, à l'avenir. Cher invité, comment parvenez-vous à trouver le courage au milieu de tous ces problèmes que vous avez traversés et que nous évoquions en première partie d'émission? Je me suis dit que si Dieu permet une situation, c'est parce qu'il sait la capacité que nous avons d'en sortir en fait. Je me suis basée plus sur le volet spirituel qui m'a beaucoup aidée. Voilà. Je me suis dit que quand Dieu te donne une charge, c'est parce qu'il sait que tu peux le charger. Si mes parents décèdent et je suis seule, orpheline, sans personne pour m'aider et qui me donne la force de tenir jusque-là, je ne suis pas morte, c'est que je peux y arriver. Voilà. D'accord. Alors, je veux savoir à quel moment vous vous êtes dit ça. Parce que généralement, on dit on ne peut pas rester dans Mania pour enlever Mania. Vous êtes dans des difficultés. En même temps, vous vous dites
À quel moment vous vous dites ça? Qu'est-ce qui vous pousse à vous dire ça? Bon, je me suis dit que les parents sont décédés de toutes les façons. Je ne vais pas les ramener en vie. Donc, je regardais devant, en fait. Je regardais devant, je me suis dit, il y a des gens qui peuvent m'aider, ils sont autour de moi. Et ces personnes-là, si Dieu aussi les met sur mon chemin, c'est pour que au moins là, je mette ma tête sur une épaule parfois. Alors, ce spirituel dont vous parlez, comment vous l'exprimiez au quotidien? C'était de la prière? Oui, au passage, aujourd'hui, je suis choriste dans une église. Voilà. Pour tout ça, il fallait que je rende gloire à Dieu. Donc, vous avez été encouragé, consolé par des frères d'une assemblée Oui. Vraiment, les frères de l'assemblée m'ont beaucoup aidé. C'est comme si vous avez besoin d'une famille. C'est ça? Et vous avez comblé ce besoin de famille-là au sein d'une communauté. Vraiment, ça fait que je suis... jusqu'à aujourd'hui, c'est maison, travail, église. Vous avez trouvé l'équilibre Voilà, j'ai trouvé l'équilibre. Dans la vie spirituelle. Voilà. D'accord. Ok, alors quelle leçon forte avez-vous tirée finalement de toutes ces difficultés traversées? Bon, je peux dire que la vie, certes, n'a jamais été rose qu'on le souhaiterait, mais quelles que soient les difficultés, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, il faut croire surtout en soi. Il faut croire aussi en ce Dieu puissant et fort qui combat toujours pour nous et qui combat même dans l'invisible en fait. Voilà, aujourd'hui, voilà ce que le monde entier est en train de vivre. Mais c'est Dieu seul qui peut nous enlever dans ce pétrin-là. D'accord. Donc, voilà. Ok, alors pourquoi n'avez-vous pas peur de l'avenir? D'abord, l'avenir appartient à Dieu. L'avenir appartient à Dieu, c'est pour dire que nous ne sommes pas maîtres de notre demain. Donc, et pourtant, certains croient dur comme fer que leur avenir est dans leurs mains. En fait, vous savez quoi? Dans la vie, tout est écrit par les Saintes Écritures, en fait. Dieu a tout mandaté sur notre vie. Dieu a déjà ficelé toutes nos lignes. Donc, il est difficile de croire que tout vient de nous. Voilà. D'accord, ça c'est l'expression de votre foi. Ok, Paulus Agathon, l'expression des questions de nos internautes. Eh bien, dans l'expression des questions de nos internautes, on a une question qui va en rapport avec l'expression de sa foi. C'est celle de Sandrine Bolo qui dit « La peur, ça fait partie du quotidien, mais comme le disait notre invité, quand tu as Christ, tu avances sans crainte parce que Dieu est avec toi. » On a ensuite Jean Pacom Oufoué Kwame qui dit « La peur fait partie intégrante des émotions de tout individu. Mais ne pas avoir peur, ça m'impressionne. Est-ce que c'est parce que vous pensez avoir tout aujourd'hui ou c'est sur la base des expériences vécues? Pas forcément parce que j'ai tout aujourd'hui, parce que je n'ai même pas eu tout pour le moment. J'espère encore. Voilà, j'espère encore. J'ai vécu des moments très difficiles qui m'ont donné la force d'aller de l'avant pour être ce que je suis aujourd'hui. Quand vous dites que vous espérez encore, c'est quoi vos rêves, vos ambitions? Là, je rappelle que vous êtes commercial marketing dans une clinique privée, c'est pas rien. Et vous estimez que c'est insuffisant, qu'on peut mieux faire, c'est ça? On peut mieux faire. Il ne faut jamais se contenter du peu qu'on a. Alors, la suite pour vous, la suite idéale pour vous, ce serait quoi? Bon, dans la même veine, en 2019, je vais, en plus de mon travail, mettre une marque de vêtements sur pied pour pouvoir arrondir mes fins du mois. Voilà. Dans les débuts, je faisais 2, 3, 4 tenues, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sur les réseaux sociaux et tout, j'arrive à un peu m'en sortir. C'est bien. En tout cas, félicitations. Je pense que vous êtes habillé dans votre propre marque. Et donc, vous rêvez d'une boutique bientôt et de développer vos affaires, j'imagine bien. Oui. D'accord. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de réussite dans cet élan-là. Vraiment, merci. Merci d'avoir eu tout de même le courage de venir parler de vous. Ce n'est pas évident, de votre passé, avec un certain choix de mots. Madame Marie-Paul Akpes. Mademoiselle.
Ah, d'accord. Ah, vous Bon, insistez sur mademoiselle là? Mademoiselle, oui. Bon, on nous a dit quelque part qu'il faut Non, mais maintenant attends. appeler toutes les Ah, dames. d'accord. Ok. Madame. Mais bon, on va dire mademoiselle pour respecter Célibatante, votre hein. choix. Non, Mademoiselle. mais c'est Philo, mademoiselle. célibatante. Après, d'accord. Allez, encore très bonne journée à vous et Merci beaucoup. bonne réussite. Et Dieu vous donne Dans ce que vous faites. un bon mari. Merci. Merci Que beaucoup. Dieu vous Allez, entende. la suite maintenant avec, avec le docteur en pharmacie Linda Caboret que nous allons recevoir juste après la petite pub. Allez, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Elle est docteur en pharmacie, présidente d'Africa Santé Expo, le seul événement qui en Côte d'Ivoire rassemble annuellement pharmaciens, médecins et tradipraticiens. Elle est aussi marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. Nous sommes très honorés de recevoir ici le docteur Linda Caboret. Avec elle, avec le docteur, nous allons répondre à toutes vos questions sur le coronavirus, sur la pandémie. Docteur! Vos préoccupations Installez-vous. seront adressées à travers un set, un choix de questions. Docteur, bonjour, bienvenue. Merci pour votre temps. Merci d'apporter votre expertise sur le plateau de ce midi. Première question, en ce moment à Abidjan, il se vend de plus en plus de nouveaux masques. Ouais. Des masques en tissu, des masques, on va dire, un peu fashion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils sont... Le micro, s'il vous plaît, docteur. Excusez-moi. Ouais. J'ai installé les masques. Il y a des masques en tissu, Ouais. effectivement, qui peuvent dépanner pour aller faire des courses. Mais que nous, professionnels de la santé, si nous les utilisons, nous sommes obligés de mettre des filtres à l'intérieur. Celui-là, il a un filtre. Donc, avec ce filtre, ça vous permet d'aller aussi dans des zones à risque. maintenant, est-ce que ces masques vendus sur le marché en tissu, là, est-ce que vous les approuvez ou pas? En fait, le meilleur masque, c'est celui-là, le FFP2. Parce que lui, il filtre l'air inhalé et il filtre l'air rejeté. Et il tient beaucoup plus longtemps. Donc, nous, professionnels de la santé, derrière nos comptoirs pharmaciens, nous utilisons ce masque. D'accord. Je devrais comprendre peut-être que vous êtes en train de me dire que le masque en tissu vendu sur le marché n'est pas forcément... Non, il faut qu'on ait inséré au milieu un filtrant. D'accord. Parce que si c'est juste du tissu simple, de toute façon, il y a des tests à faire. Vous prenez votre déodorant, vous appuyez derrière comme ça, vous faites... Et quand vous appuyez, si ça ressort de l'autre côté, votre masque n'est pas étanche. D'accord. Si vous pouvez aussi utiliser un briquet, mettre une flamme devant. Attention à votre micro. Si vous soufflez dessus, si la flamme s'éteint, votre masque n'est pas étanche. Donc, à vous de choisir votre filtrant. Certains tailleurs les connaissent. Couturiers. Dites-moi, est-ce que le port du masque est obligatoire actuellement en Côte d'Ivoire? Il est recommandé parce que vu qu'il y a de l'indiscipline, si on peut dire, au niveau des respect des mesures, il vaut mieux porter le masque. Parce que quand on est dans un environnement où quelqu'un a peut-être toussé ou éternué ou est porteur du virus, ça se projette et tout ne retombe pas au sol. Et ça peut rester dans la pièce peut-être 1 heure de temps, vous ne voyez pas, et c'est un ennemi invisible qu'on ne voit pas. Alors, docteur, donc le port du masque, c'est vraiment recommandé. Si on dit obligatoire, les gens vont encore... donc c'est dangereux. Ok. Alors, docteur, c'est bien que vous en parliez. Vous parliez d'une durée d'1 heure. Je sais pas, 1 heure, vous êtes en train de dire que le virus pourrait rester dans l'air pendant 1 heure, après l'éternuement d'une personne contaminée. Quelqu'un éternue. Il y a les plus lourdes gouttelettes qui vont tomber au sol, mais les plus fines qui vont continuer à se propager dans la pièce. Donc, vous rentrez dans une pièce même où il n'y a personne, mais le virus peut être dans l'air. Le problème, c'est que c'est un ennemi invisible. Il est invisible, on ne le voit pas, et mais Dieu merci, il n'est pas si dangereux que ça. D'accord. Une question... On n'en meurt pas autant. D'accord. Mais les statistiques en Côte d'Ivoire, comment vous les interprétez? Parce qu'on continue d'avoir de nouveaux cas, malgré tous les efforts de sensibilisation du ministère. Vous vous êtes promené dans les rues d'Abidjan? Pardon? Vous vous êtes promené dans les rues d'Abidjan? Pas très souvent, mais...
Quand l'occasion me Les gens ne respectent pour venir pas au les boulot et mesures. pour faire Les cette- gens ne respectent pas les mesures, même la distanciation. Bon, là, je crois qu'on est même un peu près. Non, c'est respecté ici. C'est respecté. Là, c'est 1 mètre. On a fait tous les calculs avant de... Je ne sais pas, mais je le trouve un petit peu près. Mais comme je parle dans ce sens-là, ça va très bien. D'accord. Donc, votre interprétation des statistiques en ce moment, c'est quoi? Vous estimez que Alors, c'est je dû à... pense qu'il est temps, grand temps, qu'on se responsabilise et qu'on respecte les mesures qui sont données tous les jours. Tous les jours, il faut de plus en plus parce que là, on a atteint 261 cas, je crois, hier. Oui. Et il y a des pays qui ont commencé et on a de la chance, vraiment énormément de chance d'avoir été dans les derniers pays touchés. Vu qu'on a pris des mesures dès le mois de janvier, donc ça a permis de ne pas avoir de cas jusqu'à maintenant. D'accord, on espère, Mais il faut pas que ça explose. on espère juste qu'on n'aura pas une sorte d'escalade de chiffres. Mais c'est à nous de nous responsabiliser. D'accord, docteur. Paulus Agathon, vous allez nous donner les chiffres de l'heure. Oui, justement, au 5 avril 2020, Jean-Michel, nous avons, notre pays a enregistré 16 nouveaux cas confirmés, donc 16 nouveaux cas positifs, ce qui porte désormais à 261 le nombre total de cas confirmés. On a ensuite 12 nouveaux cas de guérison, ce qui porte désormais à 37 le nombre total de cas guéris, et 2 nouveaux décès, donc nombre total de décès qui est élevé à 3 désormais. Voilà. Mais attention aussi au briquet, parce qu'avec les gels hydroalcooliques, les gens se brûlent beaucoup les mains, parce que c'est inflammable, et il faut attendre qu'il soit vraiment, vraiment sec avant d'aller se rapprocher du feu ou faire la cuisine ou quelque chose. Merci beaucoup, docteur. Alors, nos chers internautes ont des questions, toujours sur le coronavirus, qu'on va vous adresser maintenant. Tout à fait, Jean-Michel. Alors, nous avons Charles Papa qui dit bonjour à toute l'équipe de C'est Midi. Merci pour la lucarne. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que les kits qui sont disposés par endroits pour le lavage des mains peuvent nous préserver de tout risque de contamination? On sait par exemple que chaque personne qui passe se laver les mains et qui ouvre le robinet va le refermer, alors qu'elle pourrait avoir l'autre main souillée. Donc, exposer éventuellement celui ou celle qui passera à la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est la meilleure chose. C'est après, avec le masque, la meilleure prévention, c'est le lavage à l'eau et le savon. Monsieur Corona n'aime pas du tout l'eau et le savon. Donc, plus vous vous lavez les mains, c'est même moins dangereux que le port des gants, parce que les gens ne savent pas utiliser les gants non plus. Donc, vous vous lavez les mains, vous touchez le robinet. Quand vous touchez le robinet, il est souillé, mais comme après vous allez vous laver les mains, c'est quand vous allez maintenant le refermer, vous allez le refermer, qu'il faut prendre le Kleenex ou quelque chose, un mouchoir pour le refermer. Donc, il faut après s'être lavé les mains, il faut refermer le robinet avec un mouchoir pour éviter éventuellement de se faire contaminer. Avec un mouchoir, comme toucher les portes, etc. Avec un mouchoir, c'est recommandé. Mais il faut savoir aussi où on se lave les mains, parce qu'il faut que ce soit à l'entrée de la pièce. Parce que si, par exemple, vous arrivez chez vous et que le lave-main est derrière la porte du garage ou quelque chose, ça ne sert à rien. Parce qu'après, vous allez encore toucher la portière de votre voiture qui est contaminée, etc. Donc, c'est... D'accord. Mais évitez de toucher les portes. Et les portières doivent être nettoyées 2 fois au moins par jour. Ok. En tout cas, bonne recommandation. Alors, on reste question. sur le lavage des mains avec une question de Mawa Koulibaly cette fois-ci. Elle voudrait savoir si l'eau de Javel est efficace pour lutter contre le coronavirus. Parce qu'eux, à la maison, ils utilisent un peu d'eau de Javel dans le lot, voilà, pour se laver les mains. Alors, l'eau de Javel est efficace, mais attention, l'eau de Javel est aussi toxique et dangereuse, c'est un véritable poison. Donc, l'eau de Javel... Poison pour les bactéries, les virus, ou poison pour l'utilisateur? On l'utilise surtout pour les surfaces. C'est-à-dire, vous pouvez mettre un peu d'eau de Javel dans l'eau pour nettoyer votre sol, vos portes, etc. Mais il y a un mauvais usage, puisque j'ai même entendu dire qu'il y a des gens qui prennent leur douche avec l'eau de Javel, etc. Il y a de plus en plus de personnes
intoxiqués qui arrivent aux urgences avec ce problème d'eau de Javel. C'est dangereux de mettre quelques gouttelettes d'eau de Javel dans son seau d'eau avant de se laver? Pourquoi vous voulez mettre de l'eau de Javel dans le seau pour vous laver, étant donné qu'on vous dit que l'eau est le savon pour votre corps, et si M. Corona est déjà rentré dans votre corps, vous aurez beau mettre de l'eau de Javel dessus, ça ne tiendra pas. Ça n'ira pas. D'accord. L'eau de Javel, essayez de le maintenir pour les sols et les poignées, les poignées, etc., désinfecter la maison. Mais pour le corps, l'eau et le savon. Et quand vous rentrez du travail, surtout, ce qui est important, c'est de tout laisser à l'extérieur. Les chaussures ne rentrent pas dans la maison. Les vêtements, quitte à mettre un petit carton devant la porte, mais pas dans votre chambre, etc. Les sacs à main, les courses, quand vous les ramenez, il faut les laisser quelques heures posées. D'accord. Rien ne doit rentrer dans la maison en même temps que vous. Alors, docteur, vous venez de parler des vêtements. Voilà, vous avez parlé des chaussures et tout ça. On a Bézinia Nyambene qui demande, est-ce que le coronavirus est présent sur les vêtements? Justement, c'est pour ça qu'il reste 12 heures sur les tissus. Il reste 4 à 5 heures sur certaines surfaces, mais sur les tissus, c'est 12 heures. Donc, ce vêtement que j'ai porté, quand je vais arriver à la maison, je ne dois pas aller m'asseoir au salon, etc. Ou je vais directement dans ma salle de bain, je me déshabille, je me rince, et lui, je le laisse dans un carton et je le lave. Et d'ailleurs, ces masques-là en tissu doivent être lavés au quotidien. Pas question On reviendra sur les masques à la fin. Alors, donc, vous êtes en train de me dire que les masques en tissu sont réutilisables? Justement, c'est pour ça que je l'ai emmené, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un FFP2. Alors, on peut les réutiliser combien de fois? Alors, celui-là, et puis comme tous les masques, on va aller sur le port du masque après. Celui-là, vous le prenez, vous l'utilisez pour aller faire quelques courses. Mais il ne doit être utilisé qu'une fois, parce que ici, c'est une matière absorbante. Vous avez pollué avec l'air. Vous avez postillonné dedans. Donc, il faut le laver. Un seul masque ne suffit pas. Il faut le laver tous les jours. Alors excusez-moi rapidement, parce que parlant de ces masques à tissu, là, on le voit régulièrement dans les rues d'Abidjan. Qui doit vendre ces masques? Parce qu'on le voit, ces masques avec des jeunes gens qui sont même aux abords des routes, même à des feux tricolores ou autres. Est-ce que ces personnes-là sont bien habilitées à nous vendre ces masques en tissu? Il y a des gens qui le fabriquent même à la maison. Hein. Voilà. Dans ces masques-là, il y a beaucoup de faux. Il y a même des gens qui ont fait des allergies au niveau de la bouche, etc. Il y a beaucoup de faux. C'est pour ça qu'il faut tester la qualité, savoir, parce que le masque à l'extérieur, le côté bleu, le côté blanc, il y a un filtre. D'accord. À l'intérieur. Mais les faux masques, il n'y a pas de filtre. D'accord. Alors, docteur, une petite question qui va peut-être paraître un peu taquine, mais qui vaut son pesant d'or. Là, je remarque que vous avez mis un masque, mais pas de gants. Le port du gant n'est pas obligatoire? Le port du gant, nous, en pharmacie, nous avons des gants parce que nous manipulons beaucoup de choses. Mais dès que nous enlevons les gants, pour une pause, etc., nous les jetons, on ne les réutilise pas et nous nous lavons les mains. Mais quand je vois certaines personnes dehors avec des gants qui font tout, et quand vous avez des gants en main, vous avez l'impression d'être protégé, vous faites moins attention. C'est là qu'on voit des gens avec des gants se frotter le visage. J'ai même vu quelqu'un se mordre, mettre son doigt dans la bouche avec le gant. Les femmes au marché, elles ont leur enfant à côté, l'enfant bouge, elle a les gants qui est contaminé et elle s'en va prendre. Donc, on préfère recommander d'être à main nue. D'accord. Et ensuite, vous vous lavez les mains. Lavez les mains, lavez les mains. D'accord. Autre question avec... Dernière question, Jean-Michel. Oui. Je vois beaucoup de gens aussi mettre des cache-yeux à la place d'un masque ou bien des soutiens-gorge. Est-ce que ça empêche le virus? Où ça? Des soutiens-gorge? Je vois ça souvent même dans votre quartier? sur le non, web. mais les gens essaient
de trouver le masque qui est disponible à leur disposition selon les moyens du bord. Est-ce qu'il y a un filtre dans le soutien-gorge? Est-ce que cela empêche le virus? Bon, peut-être les soutiens-gorge à coque, là, mais Les cache-yeux surtout. Je vois beaucoup de taximans avec des cache-yeux. Oui, parce que faut savoir que M. Corona, il rentre à travers les muqueuses. Donc, il y a les yeux, le nez, la bouche. Donc, les lunettes sont transparentes, là, comme de laboratoire aussi, sont recommandées. Alors, parlons du système immunitaire. Renforcer son système immunitaire, c'est important ou pas? Et si oui, comment on peut le faire de façon simple à la maison? De renforcer son système. Oui, on parle beaucoup de renforcer son système immunitaire. Vous connaissez les débats sur la toile. Hein. Alors, moi, je ne vais pas citer de nom parce qu'on a vu des hystéries collectives qui ont été jusqu'à décapiter nos pauvres arbres qui sont déjà chétifs. Je n'irai pas jusqu'à vous citer des noms. D'accord, mais est-ce que le renforcement du système immunitaire, docteur, est un faux débat Non, c'est très important. C'est important. Parce que plus vous êtes affaibli, je vais arriver sur le débat du Koutoukou. Le Koutoukou ne renforce pas du tout. Je regarde. Alors, docteur, rapidement, pour terminer l'émission, avec quoi peut-on renforcer son système immunitaire? Quel type d'aliments vous nous recommandez pour terminer cette émission? Alors, il faut essayer de manger équilibré. Les fruits, les légumes, on vous a parlé de vitamine C pour se défendre et tout, qui est un formidable antioxydant. Nous avons des fruits, nous avons des légumes, mais les gens n'aiment pas les fruits et les légumes, mais je ne citerai aucun nom tant que les praticiens n'ont pas sorti la liste. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle, docteur Linda Kaboré, merci beaucoup pour votre passage sur ce plateau samedi. J'espère que vous reviendrez demain. On a passé un bon moment ensemble. On vous veut pour demain? Avec plaisir. Et là, je vous montrerai comment on met le masque. Voilà, on le met comme ça déjà. Voilà. Et on pince juste au niveau du nez. Au niveau du nez. Je vois que vous avez retenu la leçon. Voilà. Je vous avais pas si vous m'avez montré ça tout. Allez, merci beaucoup. On les retire simplement comme ça. Par les oreilles parce qu'il a été souillé par l'avant. Effectivement, voilà. Donc la leçon est bien retenue. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. On vous souhaite une très bonne journée à la maison. Dieu vous garde, restez en très bonne santé. Soyez prudents. Et on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir sur le plateau de ce midi. Merci à toutes nos équipes et plein de bonheur chez vous. Merci, docteur.